Tu parlais en début d'épisode de 1000 à 2000 satellites en l'air. Là, on parle facilement de 60 000, quoi. C'est ça, À puisque horizon 2030. Initialement, Starlink avait prévu 42 000 satellites. Alors là, on a l'impression qu'il change plutôt à 30 000 satellites. Mais Amazon, c'est quelques milliers également. OneWeb, je crois que c'était moins de 1000, mais bon, leur plan, ils n'arrêtent pas de changer. Les Chinois, il y a une de 15 000, une de 10 000, quelque chose comme ça. Enfin, c'est l'ordre de grandeur. Et encore, il y en a d'autres. Alors, verront-elles toutes le jour auront peut-être tout un marché rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, rien que Starlink, ça pose déjà énormément de problèmes. En termes d'impact sur le climat, en termes d'impact sur la pollution lumineuse, les astronomes ont beaucoup de problèmes avec Starlink. À observer le ciel correctement, parce qu'il y a des lumières quoi, de exactement. satellites. Il y a certains observatoires, j'ai cité juste un chiffre pour cette problématique-là, c'est l'observatoire Vera Rubin, donc qui doit encore en construction, il doit rentrer en opération à la fin de l'année. Là. C'est un télescope quand même à 1,5 milliard, qui doit étudier la matière noire, répondre à tout un tas de questions hyper intéressantes sur notre univers. Et on considère qu'il y aurait de l'ordre de 30% de ces observations qui seraient perdues à cause de Starlink uniquement. Toute cette histoire de pollution lumineuse, on a l'impression que c'est juste... bon d'accord, quand on regarde le ciel, on voit des petits points passer. Non, pour les astronomes, ça a vraiment des vraies conséquences en termes de coûts, parce que ça veut dire qu'ils doivent refaire des observations. Ça peut chiffrer très très vite. Hein. Le Very Large Telescope, donc le plus grand télescope au monde, c'est 1 euro la seconde d'observation. Donc ça chiffre très vite. Et concrètement, ça se traduit en moins de programmes scientifiques, moins de mesures, puisque les budgets sont fixes, les temps d'observation de ces infrastructures ils sont fixes aussi. Donc voilà, c'est de la science en moins. Il y a un sujet qui me pose énormément de questions, moi, c'est le sujet de la démocratie. Du coup, tu vois, quand t'as deux entreprises, alors trois, mais américaines et chinoises, qui s'arrogent une part assez monumentale de ce gâteau en se disant de toute façon ça va marcher. Toi, tu dis même, en fait, il y a des réseaux qui se développent, mais on sait même pas s'ils vont pouvoir être fonctionnels. Ça veut dire qu'en fait, on envoie des trucs dans l'atmosphère, dans la stratosphère, sans même savoir si on va les utiliser un jour correctement. Donc ça se trouve, on est juste en train d'envoyer des poubelles. Il y a des vraies questions autour de ça, parce que là, j'ai cité encore que les plus gros projets, et quand c'est les projets des constellations chinoises, par exemple, souvent elles sont soutenues par l'État. Quand il y a un État derrière, on peut se dire, la fin de vie sera gérée jusqu'au bout, en quelque sorte. Mais il y a tout un tas d'entreprises qui sont des startups et qui pourront faire faillite, même après avoir lancé des satellites dans l'espace. Donc, qu'adviendra-t-il de ces satellites-là ? Est-ce qu'ils vont juste se transformer en débris, on sait pas. Aujourd'hui, on sait récupérer des débris spatiaux ou pas ? On Alors, a une sorte de grand aspirateur spatial qui... On n'a pas ça. On a un truc moins bien. Enfin, peut-être l'année prochaine, on aura un truc moins bien et qui coûte très cher. C'est ça ? Non, alors, il y a l'Agence spatiale européenne qui a financé la première mission de nettoyage d'un débris, qui doit se faire l'année prochaine. Donc, c'est Clear Space One. Et elle a quand même mis 86 millions. Alors ça, c'est le premier chiffre qui a été donné. Probablement que ça a augmenté au fur et à mesure parce qu'ils ont l'air d'avoir des difficultés financières. La mission, elle consiste à envoyer un satellite qui va aller chercher un autre satellite qui est abandonné. Il va le récupérer avec des genres de bras. Phagocyté, quoi. Et il va l'emporter avec lui dans l'atmosphère. Donc c'est ça aujourd'hui le nettoyage. Donc on crée un plus gros déchet avec un plus petit déchet, c'est ça ? Alors on fait un plus gros déchet qu'on met dans l'atmosphère, au moins il n'est pas dans l'orbite. Ah oui, c'est ça la différence. Ouais. Potentiellement, alors je vais en parler juste après du coup, ça pose des problématiques sur l'atmosphère aussi, de faire rentrer tous ces satellites. Parce qu'une fois qu'ils rentrent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils brûlent ? Effectivement, en fait, ils vont un jour ou l'autre retomber dans l'atmosphère. Le problème, c'est que quand ces satellites et ces étages de fusée retournent dans l'atmosphère, elles émettent des particules métalliques dans les plus hautes couches, parce qu'elles rentrent quand même très très vite. Donc là, on est vraiment dans les plus hautes couches de l'atmosphère, la mésosphère, entre 50 et 85 km. Et c'est la seule activité humaine qui émet là-dedans. Et en fait, les scientifiques craignent qu'il y ait un effet sur cette couche d'ozone, justement, surtout à cause de l'aluminium, qui est présent en très grande quantité dans ces satellites et ces lanceurs.